Salut toi! C'est parti pour l'update lecture du mois d'août. Est-ce que cette fois-ci j'ai profité des vacances pour me reposer? Toujours pas. Les livres c'était au cœur de ma vie pendant le mois d'août. J'étais en challenge! Le Summer Camp Challenge, qui est un challenge formidable d'une extrême qualité. Vraiment, les filles, elles ont été au taquet. Sauf que le challenge avait été vendu comme un challenge chill et que, pas du tout en fait. Vraiment pas, je suis au bout de ma vie, je suis très contente que le challenge soit à présent terminé, je suis libérée, délivrée. J'ai du coup lu au mois d'août pas moins de 25 livres, ce qui est énorme, sachant que ma moyenne est à peu près de 10 livres par mois. J'ai lu environ 10 000 pages. 10 000 pages. Et je précise que je n'inclus pas dans mes stats les relectures, donc du coup je les compte pas dans les livres que j'ai lus, Donc j'ai lu bien plus de livres que ça parce que ce challenge était bourré de relectures. Je veux dormir. On commence tout de suite avec les graphiques. J'ai découvert ce mois-ci en graphique Montagne russe de Gwenola Morizour et Camille Benyamina et aux éditions Grand Temps. On nous raconte l'histoire d'une meuf dont j'ai complètement oublié le prénom, mais c'est elle. Et cette femme-là, elle a un énorme envie de bébé. Elle fait plein d'essais médicalement assistés, ça ne fonctionne pas, et du coup, elle désire très fort un enfant qu'elle n'est pas sûre de pouvoir avoir un jour. Sauf que, je crois qu'elle s'appelle Aimée. Voilà, on va dire qu'elle s'appelle Aimée, si elle s'appelle pas Aimée, pardon madame. Aimée travaille dans une crèche, donc du coup, elle est au contact régulièrement avec d'autres enfants, et notamment avec le petit Julio, qui est tout petit, tout mignon, et dont elle va se prendre d'affection, ce qui va lui permettre de lier une amitié avec la maman du petit Julio, qui, elle, est complètement dépassée avec ses 3 enfants. Il faut que j'arrête d'acheter des BD tome unique, parce que c'est différent quand c'est des sagas, qui sont aussi courtes que ça. Parce que, comme d'habitude, avec ce format-là, où j'ai très peu de contre-exemples, même si j'en ai quand même, mais très peu, ça m'a pas plu. Si tu aimes ce type de format, c'est parfait. Mais moi, en fait, je me suis pas assez... Enfin, tu vois, c'était pas assez long pour que je m'attache au personnage. Du coup, j'ai pas eu l'impression de suivre une histoire intéressante. C'était beaucoup trop rapide. Vraiment aucune émotion en lisant ce livre. Je suis assez déçue parce que c'était une BD que j'ai vue pas mal conseillée. Après, je comprends pourquoi, Je rappelle que je pense que c'est juste un format. Donc, les BD format court, à moins de 100 pages. Plus de 100 pages, ça commence souvent à m'intéresser un petit peu plus. Moi, ça fonctionne pas avec moi en fait. Et là ça a pas loupé. J'ai bien aimé, cela dit, le dessin, tu vois, je le trouve assez sympa pour le coup. C'était pas désagréable, c'est juste j'ai pas trouvé tellement d'intérêt. Désolée petite BD, je voulais vraiment t'aimer. J'ai découvert également, toujours dans les graphiques, Anaïs Nin sur la mer des mensonges, écrit par Léonie Bischoff et aux éditions Casterman. Et j'ai spoilé un petit peu mon avis, là ça m'a nettement beaucoup plus plu que Montagne russe, mais cette BD fait 3 fois la taille, voire 4 fois la taille de l'autre. Donc oui, là on est plus sur un format qui peut m'intéresser. Anaïs Nin, c'est notamment une romancière qui a écrit des écrits érotiques. Je suis une partie de son histoire avec la manière dont elle écrit, sous forme de journal intime, et les expériences notamment sexuelles qu'elle vit et qui vont inspirer ses écrits. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pas à mettre entre tous les mains, parce qu'il y a de la fesse en veux-tu, en voilà, Tu vois, si je veux te montrer des images, je suis sûre. Il y a de la fesse. De la fesse encore de la fesse. Voilà, mais je vais quand même te trouver au début une image où il n'y a pas de fesse pour que tu vois le style d'illustration parce qu'il est très particulier. Moi j'ai bien aimé, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Quand il y a un parti pris artistique, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, on est au tout début, tu vois, le parti pris artistique est très particulier avec ses couleurs. On n'est pas tout à fait dans quelque chose de réaliste. J'ai beaucoup aimé autant l'histoire que le dessin que j'ai trouvé, moi, pour le coup, magnifique. L'histoire... On est dans des trucs qui vont pas plaire à tout le monde. On est vraiment dans des trucs dérangeants. Il y a des trigger warnings. Je vais essayer de les penser et de les mettre en barre d'infos. Ça ne plaira vraiment pas à tout le monde. Je connaissais Anaïs Nin, mais très peu, et en apprendre plus sur elle avec ce format-là, j'étais conquise. Voilà, j'étais conquise. C'est vraiment pour moi une excellente BD biographique. Alors, je te dis une BD biographique, mais je sais pas à quel point c'est romancé par rapport à la vraie histoire d'Anaïs Nin. J'en ai absolument pas la moindre idée, ça se trouve, ça n'a rien à voir et c'est vraiment de l'ordre complètement du fantasme. C'est possible. En tout cas, c'est une BD qui m'a plu et que je n'hésiterai pas à conseiller à pas mal de personnes. Pas tout le monde, comme je l'ai dit, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Certaines personnes vont être très dérangées par ce qui se passe dedans, et je comprends. On n'est pas sur un personnage qui va dans le sens de la morale classique. Et moi, j'aime bien les humains qui ont cette
complexité-là, ça m'a touchée. De suivre cette femme qui a l'air à la fois complètement perdue et en même temps de savoir exactement ce qu'elle fait et où elle va. Tu vois, c'est très paradoxal. Anaïs Nin, très très bonne découverte en ce qui me concerne. Et le dernier graphique que j'ai découvert ce mois-ci, c'est Culotté de Pénélope Bagieux et aux éditions Gallimard bande dessinée. J'ai dit que j'ai découvert cette BD ce mois-ci. C'est pas vraiment une découverte dans son intégralité puisque justement c'est un intégral et que j'avais déjà lu le tome 1 mais il y a très longtemps. Je m'en souvenais plus très bien donc j'étais très très contente de le redécouvrir. Là on est encore sur une grosse taille mais c'est des nouvelles. Enfin tu vois c'est des petites histoires. Donc ça aurait pu me plaire comme ça aurait pu ne pas me plaire dans le format. J'ai adoré. Je le relirai encore et encore, sans problème. En tout cas, peut-être pas tout, mais de temps en temps, l'histoire de certaines femmes, j'adore. En gros, Culotté, c'est des toutes petites biographies, sous forme de bande dessinée, bien évidemment, de femmes qui ont marqué l'histoire, dont très peu d'entre nous n'avons entendu parler, parce que, bien évidemment, comme toujours, les gens qu'on retient dans l'histoire sont des hommes. Alors qu'on est vraiment face à des figures historiques, mais ouf! J'ai bien aimé le style de dessin. Regarde, c'est sous ce format-là, j'aime bien. Et en plus, à la fin de chaque histoire, tu as une magnifique illustration sur 2 pages qui résume un petit peu l'histoire. C'est très 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 agréable à lire. Les histoires sont fascinantes. Moi, de toutes les femmes, alors il y a certaines femmes que je connaissais quand même, mais vraiment pas toutes, vraiment pas la majorité même, et l'histoire d'absolument chacune d'entre elles. J'ai eu envie d'aller en découvrir plus sur internet, j'ai eu envie d'aller me renseigner parce que c'est fascinant. C'est vraiment une BD que je conseille pour le coup, contrairement à Anaïs Nin, celle-ci je la conseille à tout le monde. En fait, ça met vraiment en lumière des femmes importantes de notre histoire qu'on a laissées dans le noir juste parce que c'était des femmes. C'est typiquement en plus le format que j'aime pas, c'est-à-dire c'est des histoires très courtes. Vraiment Culotté, c'est un petit bijou. Et je suis sûre que tu vas découvrir plein de trucs, hein. Tu vois, par exemple, Wu Zetian. Est-ce que t'en as déjà entendu parler? Alors que c'est une impératrice. Bah t'en as probablement jamais entendu parler. Voilà, il faut que tu découvres son histoire parce que c'est vachement bien. On passe maintenant au one-shot que j'ai découvert ce mois-ci. Il y en a vraiment beaucoup. Et spoiler alert, j'en ai aimé très peu. J'ai été très difficile en termes de one-shot ce mois-ci. Ça n'a pas été une réussite. Je vais commencer par parler de L'As de cœur, écrit par Morgane Moncomble et aux éditions Hugo Roman. On y suit Lévi qui est joueur de poker professionnel. Déjà, ça commence mal en ce qui me concerne parce que moi, les histoires qui se passent dans le milieu du poker, j'ai très peu d'intérêt pour ça. Hein. Je m'en fiche royalement. Voilà, donc déjà, ça commence mal. Et il fait une grosse annonce. Il dit « Cette année, c'est ma dernière saison parce que j'ai décidé que j'allais gagner le Grand Prix parce qu'il y a une espèce de Grand Prix international de poker. » Et il veut gagner le Grand Prix. Il est tellement sûr de lui qu'il dit que c'est sa dernière saison parce que c'est son but dans la vie, gagner ce Grand Prix. Sauf qu'il a un ennemi juré, hein, on va dire, et que le but c'est de gagner face à lui parce que son papa était joueur de poker professionnel, qu'il avait déjà cet ennemi-là, et en fait, Lévi, en bon fils, veut prendre la relève et battre l'ennemi que son père n'a jamais vraiment réussi à battre. Voilà, déjà dit comme ça, tu te rends compte que mon intérêt pour cette histoire est très très bas, voilà. Et comme c'est une romance, hein, je ne l'ai pas dit, on suit également Rose qui, elle aussi, est joueuse de poker, même si elle n'est pas joueuse de poker professionnelle, mais elle a un problème d'addiction, donc en vrai elle essaye d'arrêter, et elle rencontre Lévi qui, comme il remarque qu'elle est extrêmement douée, elle lui propose de participer au Grand Prix avec lui pour qu'elle puisse l'aider. Bon, tu me connais, tu sais très bien que la plupart du temps les romances et moi ça fait what 1000, c'est très très rare que j'aime les romances, mais tu verras, pourtant, je te spoil un petit peu, dans les one-shots que j'ai découvert ce mois-ci, j'ai une romance dont mon avis est pas si mal, mais celle-ci, bon, pour moi c'était zéro intérêt. Attention, je ne juge pas, absolument pas, à aucun moment les lecteurs de romance. Je peux comprendre ce qui peut plaire, mais c'est vrai qu'avec ma sensibilité à moi, on est sur le type d'histoire sur lequel je n'ai pas le moindre intérêt. C'est-à-dire que pour moi, j'ai lu cette histoire ou j'ai pas lu cette histoire, ça ne change rien à ma vie. Au moment où je l'ai lu, je me suis pas sentie plus diversifiée que ça, tu vois, j'en avais un petit peu rien à faire de ce qui se passe. Il y a des retournements de situation. C'est assez rare dans les romances qu'il y ait des vrais retournements de situation, donc je suis sûre que quand t'es amateur de romance, tu peux trouver que cette romance est incroyable parce qu'il y a des vrais retournements de situation, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des romances. En tout cas pas des vrais, hein. Il y a vraiment des trucs très superficiels d'habitude. Là, on est sur des retournements peut-être un petit peu plus forts. Je ne suis pas la bonne personne à écouter si tu aimes les romances. Mon avis n'est pas du tout pertinent pour cette lecture-là, parce que moi, c'est vraiment... Enfin, pour moi, ce livre-là, c'était une perte de temps. Comme je l'ai dit, j'ai participé à un challenge, ce qui fait que t'avais quelques lectures imposées, on va dire. Bien évidemment, c'est pas une lecture que j'ai été chercher de moi-même, hein, celle-ci. Et en plus, ce qui n'a pas aidé, c'est que le fait que ça se passe dans l'univers du poker fait que j'ai pas trouvé les personnages hyper
attachant. Parce que pour moi, c'est vraiment le type de personnage, tu sais, ultra riche, ultra addict, hein, parce que le poker, pour beaucoup, c'est quand même une addiction. On est vraiment sur des types de profils qui, pour moi, me sont pas du tout sympathiques. Même si Morgane Moncomble a quand même écrit de manière à les rendre attachants, ça n'a pas fonctionné avec moi. À la limite, Lévi un petit peu plus, même si je trouve qu'il est extrêmement immature. En fait, tout son but dans la vie, hein, de truc de participer au tournoi et tout ça, je trouve ça débile. Complètement immature pour moi. La raison qui le fait participer à ce tournoi. Et enfin voilà, moi les personnages, je les ai pas du tout trouvés attachants, mais j'ai capté, tu vois, de la façon dont elle les a écrits, comment on peut les trouver attachants. Donc pour moi, c'est vraiment pas un problème qui vient du livre, c'est un problème qui vient de ma réception du livre, sans intérêt. J'ai lu également en août Comme des sauvages, écrit par Vincent Villeminot et aux éditions PKJ. Tom a 13 ans, c'est un adolescent qui adore la solitude et il va partir un jour en vacances avec sa sœur et les potes de sa sœur, hein, qui passent leur temps à s'amuser, à boire, tout ça. Tom préfère aller se balader dans la forêt à côté de la maison qu'ils ont louée parce que c'est un garçon qui n'aime pas s'amuser. Voilà. Et du coup, dans cette forêt, à un moment donné, il tombe sur une clôture. Frère, si tu passes cette clôture, tu reviendras jamais. Donc choisis bien, c'est clair. Tom, bien évidemment, va décider de passer cette clôture. Et après, on sait plus ce qui se passe avec lui. Mais on suit sa sœur Emma, qui se sent responsable parce qu'en fait, elle avait garde de son petit frère et il a disparu. Donc elle se sent un petit peu responsable, la pauvre, alors qu'en vrai, c'est lui qui a décidé d'aller se balader tout seul. Enfin, bref. C'est pas sa faute, mais elle se sent responsable. Donc du coup, elle va tout faire pour essayer d'aller trouver son frère. Est-ce qu'elle finira par le trouver? Est-ce qu'elle finira pas par le trouver? Je vais pas te le dire. Mais en tout cas, ce qu'elle finira par trouver, et ça je peux te le dire, c'est un énorme mystère au cœur de la forêt. C'est compliqué pour moi parce que je suis restée complètement en dehors de cette histoire. Et pourtant, je vois l'intérêt du truc. On nous présente des fonctionnements et des habitudes différentes des nôtres. On nous présente autre chose par rapport à ce qu'on peut connaître. Je sais que c'est très flou dit comme ça, mais je veux vraiment pas spoiler. Ce truc-là m'a vraiment plu. Tout le reste, enfin je sais pas. Je comprends la proposition. J'encourage en réalité à les découvrir parce que c'est pas une proposition habituelle. Pour du jeunesse, je pense pas qu'il y ait 2 livres dans le même style que celui-ci, tu vois. Ouais, c'est très particulier comme proposition. Et donc, j'invite quand même les gens à aller découvrir quelque chose qui peut les sortir de leur zone de confort. Ça reste du jeunesse, hein. Ça te sort pas dans ta zone de confort comme de l'adulte. Mais justement, pour un adolescent, pourquoi pas? Mais moi, je suis restée en dehors. Contrairement à l'As de cœur, là, dont j'ai parlé, je n'ai pas trouvé que j'ai perdu mon temps. Je ne regrette pas d'avoir été dans cette lecture. C'est juste que elle me marquera pas. Sur le coup, elle m'a pas procuré énormément d'émotions. Et je suis deg, parce que comme j'ai dit, il y a une proposition intéressante. J'ai découvert également Fille de rouille, écrit par Gwendoline Kist et aux éditions du Chat Noir. Ici, c'est ce qu'on appelle du body horror. J'avais très peur de me lancer dans cette lecture parce que moi, les lectures horrifiques, c'est pas tellement mon truc. Mais la catégorie du body horror, c'est encore une catégorie différente de l'horreur. On y suit Phoebe dans les années 80, dans une petite ville de l'Ohio, et il commence à avoir des éléments hyper étranges qui se passent dans cette vie. Et quand je te dis qu'il se passe des éléments hyper étranges, on découvre certaines filles qui en fait commencent à se transformer en rouille. Tu vois, à dégouliner, à sointer, enfin voilà, je sais pas comment t'expliquer, c'est très bien décrit dans le livre, moi je sais pas trop comment te l'expliquer, mais en tout cas c'est très chou. Et Phoebe a envie de faire quelque chose pour ce phénomène-là, parce qu'en fait, dans cette petite ville, il y a tous les autres habitants qui sont un petit peu en mode, soit ces filles font leur intéressante, et en fait, il y a rien de particulier, elles font leur intéressante. Bien sûr, parce que c'est parfaitement évident de faker que tu t'es transformé en truc en rouille, les gens sont cons. Donc t'as des gens qui sont comme ça, t'as d'autres gens qui décrètent que c'est des filles du diable qu'il faut pas s'en approcher. Tout le monde a sa petite avis, mais personne n'a vraiment envie de faire quoi que ce soit pour ces filles-là, sauf Phoebe. Voilà, donc Phoebe, elle va se sentir investie d'aller aider ces filles. J'ai trouvé que c'était une lecture très intéressante. C'est une lecture d'ambiance. On est vraiment dans l'ambiance. On sent la décrépitude de l'environnement, la décrépitude même des filles même, hein, les filles de rouille. Ouais, voilà, c'est un truc très immersif, très poisseux, très dans une ambiance. En termes d'intrigue elle-même, on n'est pas sur quelque chose d'hyper fascinant, d'hyper passionnant, mais l'ambiance, qui est vraiment le point positif de cette histoire, rend ce récit assez intéressant. Ce sera pas une lecture qui va me faire dire oh mon dieu, il faut que je lise beaucoup de body horror, parce que c'est pas un type de lecture qui me parle, voilà, tout simplement. Mais j'étais très contente de découvrir ce type-là avec Fille de rouille. Ouais, je sais pas, ça m'a pas déplu, c'est très particulier. En tout cas, c'est très particulier pour moi qui ne suis pas habituée à ce genre-là. J'imagine que si toi, tu as l'habitude de lire du body horror, ça rentre peut-être parfaitement dans les cases de ce que t'as l'habitude de lire. En tout cas, pour moi, qui suis pas habituée, c'était très particulier. Et j'ai aimé découvrir ce livre-là, même si c'est pas une lecture doudou, tu vois, hein.
Vraiment. J'ai découvert également 1000 baisers pour un garçon, écrit par Tilly Cole. Ce livre-là, sur les réseaux sociaux, notamment sur le BookTok, on en a entendu parler, reparler, re-reparler, re-reparler. Apparemment, j'allais vivre un truc incroyable, j'allais chialer, que dalle. Voilà, je suis insensible. Non, vraiment, ça m'a rien fait du tout. Alors, attends, je te parle de l'histoire. On y suit Poppy qui rencontre son nouveau voisin qui est le personnage masculin dont j'ai oublié le nom du coup. Ils sont tout petits, tout mignons et ils deviennent déjà à cette époque-là fous amoureux l'un de l'autre. À cette même période, Poppy perd sa grand-mère qui lui dit avant de mourir: tiens regarde, j'ai un bocal et il y a plein de cœurs dessus et en fait tu mets sur chacun des cœurs les baisers les plus mémorables que tu auras eu. Donc il faut que tu remplisses ton bocal et une fois que tu as rempli ton bocal, ça y est, tu peux crever. Parce que enfin moi c'est comme ça que j'ai vécu ma vie, j'ai rempli mon bocal et ça y est, je peux crever. Voilà, tout va bien. Et donc Poppy reçoit ce bocal et elle entreprend du coup de le remplir au plus vite avec les baisers de son voisin qui est son amoureux. Il y a des sujets émouvants, je comprends qu'on puisse pleurer, mais c'est vraiment une histoire pour moi, c'est vraiment une romance assez bateau, tu vois. Il n'y a rien d'exceptionnel. Un petit peu pareil que l'As de cœur, sauf que j'ai trouvé les personnages beaucoup plus attachants dans ce livre-là. J'ai trouvé même la romance globalement beaucoup plus attachante. J'ai compris beaucoup plus le lien entre les personnages et l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. J'ai trouvé les problématiques quand même plus fortes, donc je le mets au-dessus. Et puis il est plus court aussi que l'As de cœur, donc du coup j'ai moins eu ce sentiment de perte complètement de temps, mais un peu quand même. Voilà, je me serais complètement passée de lire ce livre dans ma vie. Après, contrairement à l'As de cœur, que vraiment je pense que je n'aurais jamais lu sans le challenge, 1000 baisers pour un garçon, il était vraiment dans ma wishlist parce qu'il était dans les livres que j'avais quand même envie de découvrir un jour, tu vois, parce que avec le succès que ça a eu sur les réseaux, je me suis dit peut-être que ça va être une romance qui va marcher avec moi. Bah non. Reste que c'est très mignon, c'est très qualitatif tout de même, enfin voilà, il n'y a pas de problème dans 1000 baisers pour un garçon. Si t'aimes la romance, oui, tu vas aimer. Mais moi, voilà, je suis insensible et mon petit cœur de père est resté complètement hermétique et je me fiche royalement de 1000 baisers pour un garçon. Voilà. Ne me juge pas s'il te plaît, c'est mes goûts et puis voilà tout. J'ai lu également De Pierre et d'Os, écrit par Bérengère Cournout et aux éditions Le Triple. Ursuralik est une jeune femme inuite qui un jour se balade avec sa famille sur la banquise et, au malheur, la banquise se fracture, du coup elle se retrouve complètement séparée du reste de sa famille. Elle se retrouve toute seule et sur la banquise, il fait pas bon être toute seule. Donc du coup, il va falloir que soit elle essaye de retrouver sa famille, mais ça a l'air assez compromis, soit qu'elle essaye de retrouver d'autres êtres vivants et peut-être de continuer son aventure avec eux. C'est très intéressant. Dit comme ça, l'histoire de base, elle a pas l'air fascinante, tout ça, mais on découvre vraiment toute une culture, la culture inuite. Moi, personnellement, je ne crois pas avoir lu d'autres... Enfin si, il y a un pan de la culture inuite qui est un peu abordé dans Terreur de Dan Simmons, mais c'est très 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 léger. À part ça, je ne crois pas avoir lu d'histoire qui me raconte cette culture-là. C'est un récit assez lent, c'est un récit de quête d'identité, c'est un récit d'aventure, c'est un récit dans lequel il y a des esprits, il y a des animaux, il y a des êtres humains qui n'ont pas du tout la même vision de la vie que les occidentaux, tu vois, donc c'est très intéressant de découvrir autre chose. Cette édition particulièrement a à sa fin un cahier de photos. On a des photos d'Inuit, regarde. Ce petit bonus là m'a plu, j'ai passé un bon moment avec cette lecture, je sais pas trop comment l'expliquer donc du coup je peux pas aller très loin dans les détails. Reste que De Pierre et d'Os, c'était une très bonne surprise parce que j'attendais pas grand chose de cette histoire. Ouais, j'en avais pas beaucoup entendu parler, c'est juste justement le fait qu'on aborde la culture inuite qui moi m'a intéressée, je me suis dit j'ai envie d'aller découvrir cette culture à travers une histoire de fiction. J'ai été attirée par le bouquin à cause de ça, tu vois, mais j'en avais pas vraiment entendu parler et c'est vraiment sympa. C'est plus du contemporain, même s'il y a des histoires avec des esprits, on sent que c'est vraiment dans la culture du truc, plus que de la fantasy en tant que telle. Moi je le mettrais vraiment dans du contemporain. C'est très sympa. J'enchaîne avec The Silent Waters, écrit par Brittany C. Cherry et aux éditions Hugo Roman. Et voilà la romance que j'ai pas détestée. The Silent Waters, ça fait partie d'une... je le mets dans les one-shots parce que chaque tome se lit indépendamment, mais en réalité, je crois qu'il y a 4 tomes, chacun un élément, l'air, la terre, le feu, tout ça. Là on est sur l'eau, bien évidemment, de Silent Waters. De Silent Waters, de quoi ça parle? On suit, j'ai encore oublié le nom des personnages, c'est une catastrophe. Bref, on suit une petite fille qui est très chiante. Elle parle beaucoup tout le temps, elle est tout le temps en train de parler. Elle impose des trucs en plus au poteau de son grand frère, tu vois, elle est en mode ouais, on va se marier.
Voilà, j'ai décidé. Le pote de son grand frère, elle est en mode jamais de la vie, elle est là, si, on va se marier, on se donne rendez-vous dans la forêt à telle heure et ce sera notre préparation de mariage. Voilà, la petite fille toute mignonne, tout ça, toute chieuse, elle impose. Le fameux jour de leur préparation de mariage, du coup, elle va dans la forêt retrouver le pote de son frère, mais le pote de son frère n'est pas là parce que à la base il voulait pas se marier, hein, on rappelle. Et ce qu'elle rencontre à la place dans la forêt va la traumatiser à vie, de telle sorte qu'elle ne puisse plus jamais prononcer un seul mot. J'ai bien aimé. Et pourtant c'est de la romance, hein. C'est clairement de la romance, voilà, on peut pas le catégoriser autrement. Et pourtant j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que du fait que ce personnage-là soit muette, il y a toute une façon de communiquer qui est autre. En fait le lien entre les personnages par rapport aux autres romances que j'ai lues, je sais pas, ce truc de lien de communication qui ne peut pas être fait par la parole du coup, ça m'a plu. Il y avait pas ce truc de quiproquo dérangeant là, tu vois, toujours avec un personnage qui ment mais parce qu'il a menti, parce que l'autre il pensait qu'il avait menti, que machin truc. Il y avait pas ce truc là. Il y a une réflexion sur la reconstruction suite à un trauma qui est hyper intéressante. Il y a une réflexion sur la façon dont l'entourage peut vivre les traumas qui est hyper intelligente, hein. C'est-à-dire qu'on a une mère qui par exemple surprotège complètement sa fille, un père qui lui voit sa fille de la même façon qu'elle puisse parler ou qu'elle puisse pas parler, alors que sa mère non. On a comment la famille justement évolue autour de ça, quelle est la possibilité également de faire sa vie quand on a ce trauma-là, sachant que j'ai pas précisé un truc, elle est muette, mais son traumatisme l'a aussi contrainte à rester chez elle. Donc elle a peur de sortir de chez elle. Ce qui rajoute une grosse problématique, hein, ce truc-là, parce que du coup, comment vivre ta vie quand tu peux pas sortir de chez toi? Comment vivre ta vie quand t'es terrorisé à l'idée de sortir de chez toi? J'ai trouvé la relation très belle, pour le coup, hein, la relation entre les deux personnages amoureux, hein, forcément. Toujours, ça reste de la romance, ça reste un livre, il me marquera pas, à vie, vraiment pas. Mais j'y ai trouvé beaucoup plus d'intérêt. Même moi, avec mon petit cœur de pierre, si j'ai bien aimé The Silent Waters, je te conseille The Silent Waters, puisque ça a réussi à faire fondre mon petit cœur de glace. Et le dernier one-shot que j'ai lu, et celui que j'ai préféré, hein, parce que comme tu l'auras compris, j'ai fait de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, c'est L'une rêve, l'autre pas, écrit par Nancy Kress et aux éditions Helios. Ici, on est dans de la science-fiction, dans lequel on est parti du principe qu'on a maintenant la possibilité de faire en sorte de créer des nouveaux petits bébés qui n'ont pas besoin de dormir. T'as un couple qui va voir les scientifiques qui s'occupent des essais et qui dit bah ma femme est enceinte, nous on a envie d'un enfant qui ne dort pas. Ils obtiennent ce dont ils ont envie, sauf que la madame, et c'était absolument pas prévu, tombe enceinte de 2 bébés et ils ont fait la manip pour que le bébé ne dorme plus sur un seul des 2 bébés. Donc la madame accouche de 2 filles, l'une qui rêve puisqu'elle dort et l'autre qui ne rêve pas. Et on suit, nous, la fille qui ne dort pas, comment ce petit changement, est déterminant pour changer complètement sa vie, pour faire quasiment d'elle une surfemme, puisque du coup, comme elle ne dort pas, elle a 2 fois plus de temps pour apprendre des choses. C'est très intéressant les réflexions qui entourent ce sujet-là, comment les autres personnes, donc les dormeurs, hein, on va dire, voient la chose, parce que nous, on suit un personnage en particulier, mais le test a été fait sur d'autres enfants, donc il y a plusieurs enfants comme ça dans le monde. Voilà, toutes les réflexions de comment peut se passer la vie d'une personne qui ne dort pas, l'impact sur les autres, l'impact sur sa famille aussi, l'impact sur plein de choses. C'est très très court, c'est vraiment un format que d'habitude j'aime peu, mais là ça convient parfaitement parce qu'on dirait presque un essai, tu vois, genre un truc théorique qui dit bon ok, je pars de l'hypothèse que cette personne ne dort pas, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Tu vois, c'est presque ça. Bien évidemment, c'est écrit avec beaucoup plus de sentiments, hein. On est dans la tête, elle s'appelle Leisha, hein, si je dis pas de bêtises, on est dans la tête de Leisha. Quoique, tu vois, parce que Leisha, elle est quand même très froide. C'est un personnage assez froid, qui ressent rarement des émotions fortes. Elle en ressent quand elle est petite, mais on la suit grandir. Et en grandissant, elle est quand même souvent très froide. Reste qu'on s'attache à ce personnage-là. Pour moi, ça a été une très courte lecture, mais très intéressante. C'en est fini avec les one-shots. On passe maintenant aux sagas que j'ai découvert ce mois-ci. Donc les sagas dont j'ai commencé un premier tome. J'ai commencé L'éveil des sorcières avec le premier tome L'apprentissage de Nora, écrit par Cordelia et aux éditions Scrinéo. On suit Nora qui est au collège et qui se rend compte au tout début de l'histoire qu'elle a des pouvoirs magiques. Heureusement, sa prof de musique, qui est une sorcière, va remarquer tout ça et va la prendre comme apprentie. C'est très jeunesse. Trop jeunesse pour moi. Moi ça m'a pas plu parce que aucun intérêt pour moi. Mais pour un enfant, je trouve que c'est
pépite. Mais c'est vraiment pas du tout pour moi le type de jeunesse qui est intéressant pour un adulte, c'est vraiment juste pour les enfants, à mon avis en tout cas. Mais pourquoi c'est pépite pour un enfant? Et je précise pour un enfant plus que pour un ado, parce que je trouve que déjà ado, on peut trouver ça trop enfantin. Mais pour un enfant, c'est vraiment pépite, parce qu'on suit une histoire, d'une enfant qui découvre des pouvoirs magiques, tu vois, ça c'est pas un truc hyper original, mais c'est très bienveillant, c'est très inclusif. Le personnage de Nora par exemple, elle a un physique qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'ailleurs, même quand c'est écrit que le personnage est gros, souvent sur la couverture c'est complètement effacé. Pourquoi? C'est très bienveillant, c'est féministe, c'est vraiment féministe très assumé parce que à certains moments, les personnages vont même se battre contre des injustices qui sont faites envers les filles du collège. Pour les enfants, je conseille fortement L'éveil des sorcières, mais pour moi typiquement c'est pas du tout, mais alors pas du tout, le type de livre qui peut intéresser un adulte. Vraiment, je conseille très fortement de découvrir le premier tome, en tout cas de L'éveil des sorcières, et je lirai les autres pour savoir si je conseille la saga en entier ou pas aux enfants. Moi je sais que ça va pas me plaire, je le sais que ça va pas trop bébé pour moi, mais je ne mets pas au-dessus les histoires jeunesse qui parlent aussi aux adultes. Pour moi c'est deux catégories de livres différentes et l'un n'a pas plus de valeur que l'autre, tu vois. Ce qui fait que je conseille très fortement L'éveil des sorcières pour les enfants. Avec la lecture suivante, je vais un petit peu tricher parce qu'il s'agit pas d'un tome 1, mais en gros c'est une saga où il y a vraiment plein de tomes différents et chaque tome peut être pris complètement indépendamment, et comme je pense que je ne lirai absolument aucun autre tome, je peux quand même le mettre dans découverte. Il s'agit de la saga d'Agatha Raisin. J'ai découvert le tome 6, Vacances touristes, que je crois que ça s'appelle, je sais plus trop. Et c'est écrit par MC Beaton et c'est aux éditions Albin Michel. Du coup, Agatha Raisin, comme tu l'auras compris, c'est un hommage à Agatha Christie. Du coup, c'est des petits livres d'enquête très légers. Dans celui-ci, notamment, Agatha Raisin va suivre un homme qu'elle aime, voilà, c'est une stalkeuse, super, jusqu'à la Grèce, je crois que c'est en Grèce qu'elle part en vacances, mais je suis plus sûre. En tout cas, elle va suivre son amoureux là, comme une grosse stalkeuse. Elle va rencontrer des gens avec qui profiter de ses vacances, mais malheureusement, à un moment donné, une de ces personnes décède dans d'atroces souffrances et c'est un meurtre. La personne en question se reçoit un couteau dans le dos, donc c'est clairement un meurtre. Agatha Raisin, qui du coup est une enquêtrice improvisée, parce qu'elle n'a rien d'officiel, décide du coup de mener l'enquête, et voilà. Je suis déçue parce que je pensais vraiment que j'allais pouvoir aimer les Agatha Raisin. J'en ai vraiment entendu parler que en bien. Je ne crois pas en avoir entendu parler en mal. Peut-être que c'est le fait que j'ai découvert avec le tome 6. Peut-être que c'est ça. Si j'ai découvert avec le tome 6, c'était à cause du challenge. Du coup, j'ai dit quelques lectures imposées. Pour moi, vraiment gros échec. Je l'ai trouvé zéro intérêt. Zéro. L'enquête, pas du tout intéressant. Le personnage d'Agatha Raisin nous présente quand même comme elle a des problèmes, voilà, elle stalk un mec qui n'a rien demandé. On fait pas ça s'il te plaît. Je la trouve pas attachante. Je comprends qu'on puisse la trouver attachante, je comprends qu'on puisse la trouver drôle, je comprends qu'on puisse la trouver mignonne, tout ce que tu veux, mais moi ce qui me dérange quand même, c'est que c'est un personnage qui fait des mauvaises actions et qui se justifie à chaque fois. Assume que tu fais de la merde en fait. Ce qui fait que ça me l'a rendu bien nettement moins attachante que ce qui aurait été voulu, j'imagine. Il y a des trucs de quiproquo complètement stupides. Machin te fait la gueule parce qu'en fait il a cru qu'il s'était passé ça, alors qu'en fait il s'était pas du tout passé ça, il s'était passé ça plutôt, et du coup, comme machin te fait la gueule parce qu'il a cru ça, du coup tu vas faire ce qu'il a cru que t'avais fait alors que t'avais pas fait à la base, du coup il va te faire la gueule parce que c'est confirmé, enfin bref. Ça, non. Les personnages, les suspects, parce que du coup, bien évidemment, quand il y a une enquête, tous les personnages qui entourent Agatha sont suspects. Aucun intérêt sur les suspects. Ni attachant, ni énigmatique, ni... tu vois, j'ai vraiment pas aimé ce livre-là. Comme je dis, c'est peut-être juste parce que j'ai commencé avec le tome 6, et même si chaque enquête est indépendante, justement le truc qui se passe avec le mec qu'elle va stalker là, on comprend que c'est parce qu'il s'est passé des trucs dans les tomes précédents avec cette personne-là. Donc j'ai peut-être raté des choses, j'ai peut-être raté des trucs pour m'attacher au personnage d'Agatha, qui fait que celui-ci n'est pas passé du tout. Ça se trouve c'est complètement ma faute si j'ai pas aimé, mais du coup j'avoue que je n'ai absolument pas du tout envie de retenter ma chance en commençant par le tome 1. Non, j'ai quand même mieux à faire de ma vie. J'ai également commencé Inheritance Game, écrit par Jennifer Lynn Barnes et aux éditions PKJ. On y suit Avery qui est au lycée et qui est pauvre puisqu'elle dort même dans sa voiture, comme une petite clocharde. Avery, un jour,
dans son lycée, il y a un mec qui arrive, un autre lycéen mais genre qui se la pète là, tu sais, en costard cravate, tout ça. Il arrive et il dit coucou, je te cherche partout. Parce que mon grand-père t'a demandé pour la lecture du testament. Sauf qu'elle ne connaît absolument pas ni ce gamin chelou, ni le grand-père de ce gamin chelou. Elle se rend quand même à la lecture du testament parce qu'elle est obligée de le faire. Et aux surprises, elle apprend que le fameux grand-père, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, lui a légué les 3/4 de sa fortune. Et c'est pas peu dire puisque c'est une des plus grosses fortunes des États-Unis. Je sais plus s'il est multimillionnaire ou s'il est milliardaire, mais en tout cas, il a beaucoup d'argent. Mais par contre, il lui lègue cette fortune à une seule condition, c'est qu'elle passe une année entière dans son man. On est sur un bail qui me fait vachement penser à Gossip Girl. Sur le côté, on suit des lycéens extrêmement riches, on essaye de connaître les petits secrets de tout un chacun, mais couplé avec un truc un petit peu plus enquête, à la Pretty Little Liars, si tu veux. Alors pas tout à fait, parce qu'on n'est pas sur des histoires de meurtre en tout cas, mais on est sur un truc un peu dans ce style-là. Je vais pas mentir, j'ai envie de savoir pourquoi la fortune a été donnée à Avery, et c'est pas le cas à la fin du tome 1. Mais à part ça, il y a forcément des histoires d'amour, parce que du coup le grand-père a pas mal d'héritiers et Avery craque pour presque tous. Ce truc là, ça m'a saoulée, voilà, j'en avais rien à faire. Le côté enquête, c'est très enquête adolescente, donc rien de passionnant. C'est très cliché sur plein de choses. En plus j'ai été déçue d'un truc parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment, mais j'étais persuadée que c'était de la fantasy. Donc il allait avoir des bails un petit peu mystérieux, des trucs, je sais pas, avec des fantômes, des trucs... Enfin, je sais pas, de la magie, des trucs comme ça. Pas du tout, c'est vraiment contemporain. C'est vraiment des petites enquêtes, des petits complots, des petites magouilles chez des lycéens millionnaires. Il faut savoir une chose, c'est que je l'ai découvert majoritairement, même si j'ai quand même lu aussi également, j'ai un peu alterné, en audio, et c'était la première fois que je faisais ce type de lecture. Je n'avais jamais lu de livre audio. C'est très très bien passé en livre audio, et je vais être honnête, si jamais je continue la saga, ce sera exclusivement en livre audio, parce que pour moi, très intéressant quand je fais la vaisselle, quand je fais autre chose, tout ça, à suivre en étant concentrée. J'avoue que, en vrai j'ai envie de continuer juste pour savoir pourquoi Avery a été choisi, et rien de plus que ça m'intéresse réellement. Ensuite j'ai découvert le tome 1 des Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, je crois que ça s'appelle comme ça. Le tome 1 c'est Cadavre haché, vampire fâché. Là encore, je crois que c'est un truc comme ça. C'est écrit par Maëlle de Sarthe et aux éditions Rage. On y suit du coup Esther Parmentier qui un jour, en allant faire les boutiques, se rend compte qu'elle voit des paillettes dorées comme ça, tout autour du centre commercial, alors qu'elle n'a même pas pris de drogue. Du coup, elle se dit c'est quand même chelou, je vois des paillettes dorées, c'est pas normal. Et du coup, elle décide de rentrer dans le centre commercial. Je sais plus s'il y a un meurtre ou une disparition, un truc comme ça. Du coup, il y a des enquêteurs qui sont en train d'enquêter dans le centre commercial. Elle décide de rentrer pour aller dire aux enquêteurs moi je vois des paillettes magiques partout. De là, un des enquêteurs lui dit viens avec moi, et il lui explique qu'en fait c'est une sorcière. Je suis très mitigée. C'est-à-dire que d'un côté c'est assez frais dans le sens où voilà, c'est des enquêtes surnaturelles qui se passent en France, il y a de l'humour, il y a des vampires, il y a plein de créatures magiques qui sont revisitées bien évidemment. Du coup ce côté-là est assez frais. Le personnage d'Esther Parmentier est très drôle, voilà, très attachante. J'aime beaucoup son personnage. Par contre, l'enquête, alors j'en avais strictement rien à faire, mais à tel point que je m'en voulais. Je l'ai lu en lecture commune et tout le long j'étais en mode super, j'aime bien suivre Esther, mais les pauvres ados décédés, parce qu'en plus c'est des ados, j'en ai rien à faire. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ? Probablement. Ça a pas totalement marché avec moi parce que j'ai pas passé un mauvais moment, mais ça m'a pas donné spécialement envie de lire la suite. Tout le truc de créatures magiques en fait, c'est intéressant, mais la revisite elle a pas été assez loin pour moi. Du coup ça m'a pas spécialement envie de lire la suite. Après il y a 2 autres tomes. Je pense que si jamais je suis dans une période où je lis que des drames, voilà, où on fait que pleurer, peut-être que pour compenser, je lirai le tome 2 peut-être. Dans ces circonstances c'est peut-être possible, mais en vrai là actuellement je suis pas sûre que j'ai envie d'aller lire le tome 2. Le tome 1 ça pas été une perte de temps, j'ai quand même rigolé, sans plus. J'ai découvert également ce mois-ci L'Engrange-Temps, écrit par Neil Pfeiffer et aux éditions Hachette Roman. On suit Sophie qui a je crois genre 17 ou 18 ans, enfin je sais plus quel âge elle a exactement, et qui est une horlogère. Mais comme on est dans un monde de fantasy, c'est un petit peu particulier puisque les horloges, certaines d'entre elles en tout cas, ont une âme
et elles sont capables de communiquer et du coup c'est assez particulier de prendre soin de ces horloges-là. Et Sophie est très douée dans son travail, il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où le frère du roi arrive, lui donne une horloge, il lui dit tu vois cette horloge, elle est capable de nous faire voyager dans le temps, viens on voyage dans le temps ensemble. Je suis très triste parce que j'avais très envie d'aimer ce livre. Vraiment très fort. De toute façon, moi quand je lis des auteurs français, globalement, j'ai très envie d'aimer ce qu'ils ont écrit. Je ne trouve pas que ce soit mauvais, mais ça parle de voyage dans le temps. Et pour moi, c'est très très dur de faire quelque chose qui parle de voyage dans le temps, qui soit crédible. Et c'est tout le problème de cette histoire, à mes yeux, c'est que la raison même du voyage dans le temps, sans spoiler, pour moi, n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À aucun moment, vraiment, j'étais là, mais... Hein? Non, ça ne fait pas sens. Voilà, tout simplement, ça ne fait pas sens. C'est très dur, très très dur, sur ces sujets-là, que ce soit crédible. Donc, j'aurais bien aimé passer outre et me dire, bon, tant pis, voilà, c'est la raison même de l'histoire, et ça n'a pas de sens, mais passons, voilà, partons du principe que c'est voyage dans le temps, en plus c'est du jeunesse, donc c'est normal qu'on puisse... Enfin, je sais pas. Je me suis dit passons. Mais même si je passe ce truc-là, en fait, après, le reste des choses que j'ai pas aimé, c'est parce que c'est beaucoup trop jeunesse pour moi. Ce qui n'est pas un défaut. Tu as le droit d'être complètement jeunesse. Mais à mes yeux, c'est pas du jeunesse pour moi adulte. Je précise pour moi adulte parce que je sais que plein d'adultes ont aimé, donc je vais pas dire c'est pas intéressant pour les adultes en général. Pourtant je fais partie de la catégorie de gens qui aiment beaucoup la fantasy jeunesse, Je peux pas dire que c'est pas fait pour moi, puisque c'est typiquement de la fantasy jeunesse qui se veut aussi intéressante pour les adultes, mais moi ça n'a pas été le cas. Je trouve que c'est beaucoup trop simple pour que ce soit intéressant pour moi. Sophie est très agréable, je n'ai rien à dire sur elle. Alors, il y a un certain moment où elle fait un truc, pareil j'étais là mais elle a 17 ans, donc pourquoi pas. Mais sinon, les autres personnages qui entourent Sophie, je les ai pas trouvés spécialement ni intéressants, ni attachants. Il y a un espèce de mystère qu'on voit venir, mais alors, tu lis le début de l'histoire, t'es là, ok, il va se passer ça à un moment donné, il va se passer ça, il va se passer... Tu vois venir toute l'histoire, en fait, très tôt. Tu vois venir toute l'histoire. Par contre, c'est bien écrit. En termes de plume, je n'ai rien à dire. Ce n'est pas une plume qui va me marquer. Par contre, ce n'est pas une plume dans laquelle j'ai trouvé des défauts. D'ailleurs, je pense que je lirai d'autres choses écrites par Neil Pfeiffer. Son histoire, je comprends l'intérêt et je conseille vraiment, pour le coup, je conseille plutôt pour les enfants et les ados. Moi, avec ma sensibilité, je le conseille pas pour les adultes. Mais ça a plu à beaucoup d'adultes. C'est vraiment, si tu as les mêmes goûts que moi, probablement que ça ne te plaira probablement pas. Sinon, pourquoi pas essayer, tu vois. Je reprécise encore, et c'est important pour moi de le repréciser, j'ai pas trouvé que c'était mauvais. En même temps, les trucs de voyage dans le temps, c'est casse-gueule. J'ai commencé également le mois dernier Lady Helen, le club des mauvais jours, écrit par Alison Goodman et aux éditions Gallimard Jeunesse. On est à Londres dans les années 1800 à peu près, et on suit Lady Helen, du coup comme le nom l'indique, qui est une dame de ces années-là. Elle vit avec son oncle, sa tante et son frère, et le grand événement qu'elle attend, c'est la soirée de présentation, et en gros quand tu fais ta soirée de présentation, tu es présentée pour être une femme à marier. En gros, c'est vraiment... ce truc-là. Après, tu fais plein de soirées pour rencontrer des messieurs et te marier. Formidable, je suis bien contente qu'on ne soit plus dans cette époque-là. Et du coup, Lady Helen est toute excitée à cette idée-là, même si c'est quand même une femme qui a pas forcément le même trait de caractère de la plupart des autres femmes de son entourage. Elle est plus curieuse, elle est plus... instruite, enfin voilà, elle a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, malgré tout quand même, elle comprend bien que se marier c'est important, sauf que petit problème, une de ses bonnes disparaît. Et comme Lady Helen est curieuse, elle va vouloir aller enquêter, et son enquête va la mener sur des bails surnaturels, alors qu'elle n'y croit pas. Les bails surnaturels, ça arrive à la moitié du truc, et j'ai pas envie de spoiler, donc voilà, et pourtant c'est quand même l'intérêt du machin, être dans une époque avec les trucs de Lady et tout, cette ambiance-là, et en même temps avec des trucs surnaturels, c'est vraiment l'intérêt pour moi de cette saga. Ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Au début j'ai pensé que j'allais pas trop aimer parce qu'en fait j'aimais bien suivre le personnage de Lady Helen, mais comme j'ai dit, les trucs surnaturels arrivent très tard. Donc je me suis dit bon, en vrai je vais me faire chier. Ça a effectivement été le cas un petit peu au début, et en fait au fur et à mesure, le personnage de Lady Helen était intéressant, on installe une ambiance, on installe des personnages, du coup on nous apprend à les connaître et à savoir si il peut se passer des trucs
trucs avec, et quand je parle de ça, je parle pas de manière, tu vois, de bisous, même s'il y a aussi ce truc-là, hein, quand même, hein. On n'oublie quand même pas la romance, hein, jamais. Donc il y a quand même ça, mais c'est vraiment pas le truc principal de l'histoire, vraiment pas. Le fait de mêler Lady, grand bal organisé à l'honneur des femmes, royauté, et trucs surnaturels, et enquêtes, et trucs sordides, ça m'a plu. Comme souvent avec moi, hein, tu me connais, je suis rarement dithyrambique. Comme souvent, ça va pas être un livre qui va me marquer à vie. Reste que par contre, en termes de divertissement et en termes de bon temps passé, j'ai passé du très bon temps en lisant Lady Hélène. J'ai également découvert le premier tome de Fablehaven, Le Sanctuaire Secret, écrit par Brendan Mull et aux éditions Nathan. Ce livre, je l'ai jamais vu passer sur les réseaux sociaux, c'est vraiment mon chéri qui me tanne pour le lire depuis un moment. Et je ne regrette pas de l'avoir lu, puisque ça m'a vraiment plu. On y suit Kendra et Seth, qui sont deux enfants qui se retrouvent contraints d'aller passer l'été chez leur grand-père, parce que leurs parents ont décidé de se la couler douce en vacances sur un paquebot. Et c'est sans enfants, hein, bien évidemment, donc eux, ils se retrouvent coincés chez leur grand-père. Sauf que leur grand-père, il est pas très sociable, d'ailleurs il est pas très enchanté à l'idée d'avoir ses petits-fils à la maison, tu vois, il est plutôt en mode franchement, envoie-les quelque part d'autre, hein, vous avez pas une voisine, quelqu'un, voilà. Mais sauf que non, donc du coup, ils se retrouvent quand même chez eux. Mais heureusement pour Kendra et Seth, leur grand-père a aussi une magnifique baraque avec un immense jardin et à côté d'une immense forêt dans lesquelles il y a plein de choses à découvrir. J'ai beaucoup aimé, surtout grâce à Kendra et Seth, que je trouve extrêmement crédible en tant que frère et sœur. Il y a des moments où ça m'a fait mourir de rire leur interaction. À un moment donné, Kendra, il y a un truc qui est interdit parce que Seth, il passe son temps à faire des choses qu'on lui a interdit de faire. C'est pas le cas de Kendra qui, elle, est beaucoup plus sage et tout. Et à un moment, on lui a interdit de faire un truc, elle a quand même très envie de découvrir ce que ça fait de le faire quand même. Et au lieu de le faire elle-même, alors que c'est un truc qu'on lui a dit, peut-être tu peux mourir, tu vois. Et bah elle le fait faire par son frère sans lui expliquer les dangers. Enfin bref. Comme ça, tu dois dire que je suis sadique. Mais en vrai, ça m'a trop fait penser à la relation d'un frère et une sœur à cet âge-là. Parce que je sais plus l'âge qu'ils ont, mais je crois qu'ils sont pas plus de 12 ans, tu vois. Ils sont vraiment petits. C'est vraiment de la fantaisie jeunesse, hein. Ce tome-là, si tu veux, si je peux dire quand même un petit bémol, c'est que c'est très introductif. En fait, ce tome-là, on te dit, voilà l'univers dans lequel tu vas être plongé. C'est ça les règles de l'univers. Il y a telle créature, tu verras par la suite. Tu vois, pour moi, on est vraiment typiquement dans ce qu'on appelle un tome introductif. C'est-à-dire que l'intrigue en tant que telle, elle est pas ouf, vraiment. Mais tu sens que par contre, on nous pose des bases pour quelque chose de 1000 fois plus intéressant. Il y a plein de créatures du coup, hein. Bah, déjà sur la couverture on en voit un petit peu, hein, des créatures. Tu vois, ça fait penser à Holly Black dans le truc que les créatures elles sont vraiment inspirées du folklore et des mythes, des vrais contes, pas à la version Disney, donc avec des créatures ni tout à fait mauvaises mais ni tout à fait bonnes, tu vois, même des petites fées toutes mignonnes, peut-être que c'est pas que ça. Ce truc là était assez intéressant, même si c'était pas original dans le sens où on a été chercher dans le folklore qui existe déjà. Et vraiment pour moi le point positif de ce tome là, c'est Kendra et Seth, c'est le fait que Seth il arrête pas de faire de la merde, vraiment globalement. Et du coup ça a des conséquences, et des conséquences parfois sont hilarantes. Enfin moi il y a plusieurs fois où elles m'ont fait vraiment rire les conséquences. Et je suis adulte et tu sens que c'est fait pour faire rire des enfants. Et moi ça marchait sur moi parce que j'ai beau avoir un cœur de pierre avec tout ce qui concerne la romance, par contre je suis très très bon public sur des blagues de petits enfants. D'ailleurs en parlant de romance, il n'y a absolument pas de romance. Et ça c'est appréciable. Donc vraiment très bonne surprise pour moi et j'ai très hâte de lire la suite parce que j'ai envie de continuer à suivre Kendra et Seth. Et on termine sur les sagas que j'ai découvert ce mois-ci avec La Quête des Willan, écrit par Pierre Bottero et aux éditions Rajo. Là pour le coup je n'ai pas découvert que le tome 1 puisque j'ai lu l'intégrale dans son intégralité. Comme cette vidéo est très très longue et que j'ai lu beaucoup de livres, je vais me permettre de pas tellement te parler de ce livre et plutôt t'inviter à aller découvrir ma vidéo que j'ai faite du coup sur l'intégralité de la saga. J'en parle en long, en large et en travers, donc du coup ça va faire doublon si j'en parle ici. Si je te fais un petit résumé sur mon avis, j'ai plutôt bien aimé, même si je trouvais que c'était très manichéen et qu'il y avait beaucoup de clichés, et j'ai senti que tout le reste de la saga, parce que du coup c'est à chaque fois des trilogies différentes mais ça fait partie d'un grand tout, j'ai senti que les autres histoires allaient être plus intéressantes et que vraiment La Quête des Willan c'était vraiment une base. Donc c'était quand même une très bonne lecture. J'ai fait mon auto-promo, va voir ma vidéo à propos de La Quête des Willan s'il te plaît. Et on finit enfin cette vidéo avec les suites de sagas. Il y en a beaucoup moins, j'ai pas trop avancé dans les sagas ce mois-ci, donc ça va être beaucoup plus rapide que les autres catégories. J'ai lu le deuxième tome des Sœurs Carmine, Belle de Gris, écrit par Ariel
Halls et aux éditions Naos. Pour les suites de saga, je te fais pas un résumé. Le tome 1 j'avais beaucoup aimé, il m'avait beaucoup fait rire, même si j'avais pas trouvé le personnage qu'on suivait hyper intéressant. Ici, on n'est plus du même point de vue, mais on est du point de vue de Tristabel, du coup la sœur de Mary qu'on suivait dans le premier tome. J'ai moins aimé que le tome 1 tout simplement parce que il y avait pas cette découverte des personnages. Il y avait moins Dolorine, qui est mon personnage préféré, elle y était pas beaucoup. Et moi, ce que j'ai préféré dans le tome 1, c'était Dolorine. Du coup, avec moins de Dolorine, j'aime moins. Le personnage de Tristabel, elle est insupportable. C'est vraiment une connasse. Voilà, globalement, c'est vraiment une grosse connasse. Elle est insupportable. Mais c'est voulu, hein. C'est vraiment voulu. Mais pour le coup, moi, à la fin, ça m'a... Tu vois, au début, ça passait très très bien. À la fin, ça m'a un petit peu saoulée de la suivre H24. À la limite, si on avait suivi plus de Dolorine, ça aurait compensé, mais non. N'empêche que c'était assez lourd de lire quand même Tristabel, qui est imbue d'elle-même, qui est égoïste, qui est superficielle. Pendant 250 pages, c'était quand même un petit peu long. En termes d'intrigue, à proprement parler, pareil, ça m'a un petit peu moins plu que celle qu'il y avait dans le premier tome. Globalement, ça m'a un peu moins plu. Reste que ça m'a plu quand même, hein. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai rigolé, et j'ai très très hâte de lire le tome suivant, puisqu'il est du point de vue de Dolorine. J'ai continué également la saga du Pont des Tempêtes avec La Reine Traîtresse, écrit par Daniel L. Jansen et aux éditions Brajlon. Le tome 1, j'avais trouvé que c'était une romantasy pas trop mal, pas incroyable, mais pas trop mal, parce que la relation entre les deux fonctionnait, parce que c'était pas toxique, même si j'avais pas trop aimé le fait qu'il y avait beaucoup de quiproquos, et moi ça me casse les ovaires, hein, quand il y a trop de quiproquos qui auraient pu être évités. Par contre, c'est une romantasy qui est vraiment 70% de romance, 30% de fantasy. Dans ce tome-là, la fantasy est un petit peu... Alors quand je te dis la fantasy, on est sur un autre royaume, il n'y a pas vraiment de magie. Ça peut s'appeler de la fantasy même quand il n'y a pas de magie. À partir du moment où t'es dans un royaume imaginaire, ça s'appelle de la fantasy. Donc du coup, forcément, comme il y a un petit peu plus de fantasy, ça m'a un petit peu plus plu. Mais pareil que dans le tome 1, je suis pas emballée de ouf, tu vois, mais c'était pas un mauvais moment. Si tu aimes la romantasy, qui a beaucoup plus de romance que de fantasy, écoute, en tout cas, on n'est pas dans le bas du panier du tout. Mais si comme moi, même dans la romantasy, tu préfères quand même que la fantasy soit beaucoup plus présente, je te conseille pas spécialement ce livre-là. Comme je dis, moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas trouvé un grand intérêt non plus. J'ai continué également le mois dernier The Night and Its Moon avec The Sun and Its Shade, le tome 2 du coup, écrit par Piper C.G. et aux éditions Corrigan. Déjà, ce livre est magnifique. Voilà. Il est de toute beauté. Je vais pas prendre le temps de te montrer, de faire mon point superficiel, tout ça, parce que j'ai beaucoup trop de livres à te présenter, mais même en dessous, ce livre est magnifique, c'est une pépite. En termes de beauté, globalement, j'ai préféré au tome 1, j'ai vraiment aimé ce qui se passe dans le tome 2, déjà parce qu'on est beaucoup plus dans le vif du sujet que le tome 1, parce qu'il y avait quand même une partie très introductive pendant un long moment du tome 1. Là, comme on est dedans, dans la fantasy, on est avec les faées, on est avec les créatures fantastiques, ça m'a plus plu. J'ai aussi beaucoup aimé la façon dont l'amour est abordé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'amour dans ce livre-là de la même façon qu'on a l'habitude de l'avoir, et je ne parle pas uniquement du fait que y a des relations saphiques, hein, donc du coup entre femmes, je parle pas uniquement de ça, je parle vraiment globalement de la vision de l'amour global qui est différente. J'ai trouvé ce point-là hyper intéressant. On a également des révélations sur l'identité de nos deux personnages principaux, Nox et Amaris. Ce truc-là va amener des trucs hyper intéressants, donc j'ai très hâte de lire la suite. Franchement, un tome 2 qui pour moi est meilleur que le tome 1. Par contre, j'ai un petit bémol pour l'édition. Je trouve qu'il y a énormément de coquilles. Beaucoup trop de coquilles. Ça m'a vraiment saoulée. Vraiment. Il y a un moment, tu suis le personnage d'Amaris ou de Nox, hein, je t'avoue que je ne sais plus. Mais en tout cas, boum, elle se transforme en l'autre personnage. Et c'est pas magique, hein. Il y a pas de... C'est pas fait exprès. C'est juste que, on a marqué Amaris alors que c'était Nox. Après, ça redevient Nox. Voilà. C'est juste une erreur. Il y a plein de mots où, genre, au lieu de dire le, c'est te, tu vois. On a changé une lettre. Il y a des mots sautés complètement. C'est un texte à trous, des fois. Tu dois deviner le mot qui a été oublié. Il y a toujours des coquilles dans tous les textes. Mais d'habitude, t'en as max 2-3. Là, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Après, j'ai posté mon avis sur les autres réseaux sociaux et tu vois, personne n'avait le même ressenti. Donc peut-être que juste moi, ça m'a plus sauté aux yeux que dans d'autres livres et que c'était pas plus que d'habitude. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de coquilles. Et ça m'a sorti l'histoire. Et c'est dommage parce que, comme je dis, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Mais malgré tout, pour moi, c'est pas une raison suffisante pour ne pas aller découvrir ce tome 2 qui est plutôt pas mal. Et enfin, on finit en beauté avec ma dernière lecture qui est le 4e tome du clan Bennett, Le Chant des Bennett, écrit par T.D. Klune et aux éditions Bookmark. J'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. À la fin du livre, j'étais en larmes, vraiment, c'était trop bien. C'était sans faute pour moi, cette saga, du début à la fin.
un sans faute. Dans ce tome-là, on est du point de vue de Carter. Encore une fois, j'ai été Carter. La relation qu'il a, je peux pas dire avec qui parce que là pour le coup c'est très du spoil, mais la relation avec le personnage, j'adore le personnage, le love interest là. J'aime tellement sa façon de parler, il a pas une façon de parler habituelle, et des fois ce type-là de façon de parler peut être cliché, peut même être insultant. C'était pas du tout le cas ici pour moi, et en plus c'était justifié par rapport à ce qui se passe dans son passé, à ce personnage. Je les ai trouvés extrêmement touchants tous les deux. J'ai trouvé... En fait, contrairement aux autres livres où la relation amoureuse était quand même presque le point principal de l'histoire, ici, c'est vraiment plus encore la relation familiale. Donc la relation entre les frères Bennett, j'adore. La relation avec leur père aussi également, avec leur mère, enfin... j'adore, j'ai adoré. Encore une fois, le tome 1 restera mon préféré parce que Ox, c'est mon personnage préféré. Voir à travers ses yeux et en plus découvrir ce truc-là à travers lui, ça me marquera, donc ça restera mon préféré. Mais en vrai, c'est vraiment juste sentimental parce qu'en termes de qualitatif, tous les tomes se valent. Vraiment, tous les tomes se valent. C'est tous des petites pépites. C'est de la romantésie. Vous me connaissez. J'aime pas la romance. L'intrigue n'est pas originale plus que ça. Enfin, je l'ai déjà dit, je le dis à chaque tome. C'est pour moi, Titi Clown, il a fait de la magie avec cette saga. Pour moi, il a fait de la magie. Voilà, j'ai rien d'autre qui peut expliquer ce truc-là. C'est un trésor. Cette vidéo est enfin à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Tu peux mettre un petit emoji pile de livres parce que vraiment 25 livres, c'est énorme. Tu peux aussi mettre un petit bonhomme exténué là qui en peut plus parce que c'est mon état actuellement. Voilà. En tout cas, comme toujours, n'hésite pas à me dire les livres que tu as lus, les livres que tu n'as pas lus, les livres qui te tentent, tout ça, tout ça. Et sur ce, des bisous!